Alors, nous recevons aujourd'hui Stéphane Quinet et Antoine Gilles, qui sont donc tous les deux des membres du MCF, à savoir le Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie. Antoine Gilles, vous êtes président du MCF et Stéphane Quinet, vous êtes vice-président et par ailleurs aussi président de l'ACF, l'Association des citoyens français de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Merci de nous accueillir. Merci d'être chez nous. Alors, vous avons invité parce que vous allez notamment participer pour la première fois aux législatives en juin prochain avec un projet qui est somme toute assez développé sur pas mal d'aspects. Donc voilà, je voulais décrypter un peu ça avec vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, un mot peut-être sur le MCF, le Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie. En quoi consiste-t-il ? Donc le Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie est un mouvement politique qui a été créé pour des raisons légales et qui est en fait la suite des actions de ACF. ACF, qui est l'Association des citoyens français de Nouvelle-Calédonie, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, à présent, dont je suis le président, et qui a lancé des actions juridiques, notamment pour redonner le droit de vote aux exclus des listes provinciales, aux 43 000 exclus. Vous aviez lancé d'ailleurs une fronde fiscale qui appelait à ne plus payer donc d'impôts tant que le droit de vote ne leur était c'est pas du tout ça. On a lancé des recours pour obtenir une décision de justice qui autoriserait les exclus à soit séquestrer leur impôt à la Caisse des dépôts et des consignations, ou soit carrément être dégrévés d'impôts, ou alors payer des impôts autrement. Le but étant de mettre la pression sur les autorités de façon à réintroduire les exclus dans le corps électoral, sinon ils ne paieront pas d'impôts. Mais il est hors de question de demander aux citoyens exclus de ne plus payer d'impôts de leur propre chef, puisque sinon ils s'exposeraient à des poursuites. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour faire des choses légales. Et donc juridiquement, il y a la seule possibilité de le faire, c'était de justement faire des recours par rapport à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et quelque part, ça a porté ses fruits, puisque dans le document du oui et du non, à la page 45, l'État a reconnu, je cite, que les principes constitutionnels et du suffrage, et aussi du principe du consentement des citoyens à l'impôt consacré par la DDHC de 1989, les restrictions ne peuvent plus s'envisager dans la durée. Et donc cet argument du consentement de l'impôt, mentionné dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, a été donc notre argument juridique. Et cette procédure n'est toujours pas terminée. Nous allons faire un appel à Paris. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. La procédure, ça avait été débouté par on a été débouté localement, ce qui n'est pas surprenant, par le tribunal administratif de Nouméa. Et nous allons faire un appel auprès de la Cour administrative d'appel de Paris dans les 2 mois. Et nous verrons bien par la suite ce que ça donnera à Paris par rapport à cette violation de l'article 14. Mais déjà, c'est une première victoire, parce que quand on a lancé cette idée il y a plusieurs années déjà, tout le monde nous avait dit c'est n'importe quoi ce que vous faites, ça n'a aucun rapport, droit de vote. Et là, grande surprise quand on a découvert dans ce document que l'État avait repris notre argument. Alors comme je dis à mes adhérents, c'est déjà une belle victoire d'avoir cette mention dans ce document officiel de l'État. Et donc ça, c'était l'aspect juridique. Et donc vous avez décidé on a lancé aussi un deuxième recours. Là, c'est en ce moment. Ce matin, il y avait une audition au tribunal. D'accord. On a décidé, puisque l'accord de Nouméa, pour nous, s'est terminé au 3e référendum, on a demandé à des adhérents de s'inscrire sur les listes spéciales, à la fois provinciales et de référendum, avant le 31 décembre 2021. Alors que ces personnes-là n'ont pas les conditions. Et donc il y a une vingtaine de dossiers. Et bien sûr, les commissions qui ont déjà répondu pour la LESP provinciale ont débouté les demandes. Et donc du coup, on fait un recours contentieux au tribunal de première instance il y a eu audience ce matin. Et il y aura une décision, je ne sais pas quelle date. Et certainement que nous allons encore être déboutés. À ce moment-là, c'est pareil, le même but, c'est de porter ce dossier à Paris, de façon à entendre ce qu'en pensent les plus hautes juridictions parisiennes sur ce sujet. Donc c'est pour ça que l'ACF engage des recours d'un point de vue juridique, mais on s'est dit, il y a des législatives qui approchent. Donc l'année dernière, en 2021, on s'est dit, mais il y a peut-être aussi une carte à jouer
sur le plan politique cette fois-ci, mais pour des raisons légales, comme vous le savez, une association ne peut pas financer en France un candidat à une quelconque élection, hein, pour des raisons de financement, de suivi de financement. C'est pour ça qu'il a fallu créer une autre structure qui, elle, a été enregistrée comme telle pour pouvoir financer une ou plusieurs candidatures aux élections législatives. Donc le MCF a été créé spécialement dans ce cadre-là pour pouvoir financer ça. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête et ce sont les mêmes buts au final, notamment pour redonner le droit de vote. Mais il n'y a pas que ça. Du coup, on a élaboré un projet complet qui est beaucoup plus vaste. Complètement, et qui est complètement hors norme. Et donc maintenant, je laisse la parole à mon collègue Antoine, qui lui est président du coup du MCF. Et qui sera candidat dans la première circonscription déjà. Et comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez eu cette idée de se dire tiens, on va créer un parti? Vous êtes parti d'un constat qui manquait quelque chose? Le problème étant, c'est que nous ne sommes pas entendus, quoi. Personne ne veut nous entendre. Donc bon, je comprends bien quoi, qu'on ne veut pas être entendu, qu'on ne soit pas invité, mais donc à ce moment-là, on s'est dit la seule façon pour nous se faire entendre, c'est que voilà, on crée un mouvement et le CSA, dans le cadre de la campagne électorale, nous donnera un droit de parole. Et on se fera entendre. Mais bon, on sait très bien qu'on aura un temps de parole qui sera très court. C'est la raison pour laquelle on a fait une profession de foi qui est très longue. Alors, il y a un point qui est important. Qu'il faudra lire si donc... Oui, mais je pense que les gens liront parce que, je ne sais, je connais pas votre avis, mais je pense que c'est agréable à lire et qu'il y a pas mal d'idées qui sont innovantes. Tout à fait, alors on va revenir dessus, justement. Mais il y a un point qui est important, c'est qu'on entend beaucoup parler, moi j'ai beaucoup entendu des hommes, des personnalités calédoniennes, hein, politiques ou pas d'ailleurs, parler de l'accord, de la fin de l'accord de Nouméa, en disant, oui bon, certains disent, oui mais l'accord se termine donc automatiquement, c'est fini. Il y a divergence sur le sujet. Voilà. Mais la divergence, en fait, on va lever le voile, puis d'autres disent, non, en fait, tant qu'un nouveau statut n'a pas été... organisé, etc. L'accord de Nouméa continue d'un point de vue juridique. Oui, c'est vrai, sauf que, donc il faut dissocier deux choses, c'est que vous avez effectivement un pan qui s'applique donc aux institutions et pas aux citoyens. D'accord ? C'est-à-dire que les institutions, effectivement, tant qu'une nouvelle organisation n'a pas été définie, dans le cadre effectivement des débats qui vont se tenir, eh bien les institutions continuent à courir. Mais ça ne s'applique pas aux citoyens. Les citoyens sont régis par d'autres dispositions. Et c'est la raison pour laquelle donc l'ACF engage une action juridique, mais qui n'est pas contre les institutions, mais pour les citoyens qui ont été privés d'un droit majeur. D'accord ? Et ce sont deux choses distinctes. Rien n'empêche juridiquement de rétablir le corps électoral. Donc sans cette exclusion. Parce que là, il faut quand même revoter un pan de la Constitution française. Tout ça, oui, mais bon, mais ça... On peut le décider en dehors. Mais juridiquement, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Donc il faut distinguer deux choses, les citoyens et les institutions. C'est vrai que l'accord de Nouméa, dans son article 12, stipule que tant qu'une nouvelle organisation n'est pas en place, les institutions continuent à courir. Mais pour les citoyens, rien n'empêche les citoyens qu'ils soient rétablis à la fin de la période des 20 ans, rétablis dans leurs droits. D'accord. Donc pour vous, on devrait déjà être sorti d'un point de vue du droit de vote de ce gel, du corps électoral. Tout à fait. Donc d'ailleurs, vous, sur cet aspect-là, hein, vous prenez la suppression de la citoyenneté calédonienne et d'autre part l'obtention du droit de vote à toutes les élections locales pour tous les citoyens français résidant depuis au moins 6 mois. C'est vraiment une période très courte et beaucoup plus courte. Mais c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi française. C'est la loi française. En métropole, pour pouvoir voter dans une commune, vous devez être résident dans cette commune depuis au moins 6 mois. D'accord. Donc pour vous, c'est juste réintégrer le corps électoral général. Voilà. Par contre, ça c'est notre... je ne sais pas si vous avez bien lu le document, c'est ce que vous prenez, contre, et si jamais c'est pas le cas, vous souhaiteriez l'obtention... On n'est pas naïf, on sait très bien que ça, ce souhait va être très difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on met aussi un bémol, en expliquant que si cette citoyenneté doit perdurer, parce que personne ne veut la supprimer, dans ces cas-là, on émet aussi des propositions pour savoir comment l'acquérir, cette citoyenneté, pour les exclus, et avec, pareil, une des propositions innovantes. Résidence maximale de 5 ans. Normalement, avec aussi un système de barème à points, en fonction de la situation réelle des citoyens, en fonction de s'ils sont investisseurs, propriétaires,
créateurs d'emplois ou non. Cotiser au RUAM. Et donc, en fonction de leur situation personnelle, ils obtiennent un système de barème à points qui va donc réduire cette durée maximale de 5 ans à 3 ans. Si, en effet, ils ont énormément investi pendant ces 3 années sur le territoire, ils ont tout à fait le droit, d'après nous, d'obtenir cette citoyenneté et de pouvoir avoir le droit de vote, notamment, dans son province. On ne peut pas, dans un pays, je veux dire, soi-disant démocratique, donc être un citoyen, payer des impôts et être privé du droit de vote. Il faut savoir que, quand même, ne sont privés du droit de vote que les personnes qui ont été condamnées à une infraction criminelle. Vous vous rendez compte? On peut effectivement de toute façon, leur supprimer le droit de vote, mais il faut être un criminel. Bon, je suis désolé, vous avez 43 000 personnes là, qui sont des acteurs actifs au niveau de ce pays, des acteurs actifs, puisqu'on représente à nous seuls quand même 80% des recettes fiscales de la province sud. Oui, mais le dégel va se faire, de toute façon, ça a été acté, que c'était que pour une période transitoire, c'est même répété d'ailleurs dans le document sur les implications du Nîmes, donc ça va venir, c'est juste que vous aimeriez voir les choses un peu accélérées et... Pas forcément accélérées, mais garanties. Garanties, c'est ça. Ah, vous pensez qu'il y a encore une menace sur le fait que ça puisse ne pas... Quand vous écoutez les indépendantistes, c'est clair, ils ne veulent pas qu'on touche au corps électoral. On retient aussi les leçons du passé. Personnellement, je suis arrivé en 2004. En 2004, on m'a dit, écoute, ici, tu n'as pas le droit de vote, mais dans 10 ans, tu auras le droit de vote. Tu seras citoyen. Si tu es encore là en 2014, tu seras là. Et entre ça, en 2007... Et qu'est-ce qui est arrivé en 2007? Changement de ton. Gel du corps électoral. Et on est en 2022. Et vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez des gens qui sont là depuis 99, parce que 98, c'est l'année qui a été retenue pour pouvoir être inscrit, et depuis 99, on est en 2022, c'est-à-dire que personne ne peut être inscrit sur les listes électorales depuis des gens qui sont installés depuis 1999. Jusqu'à quand on va maintenir cette discrimination? Elle a été justifiée certaines périodes pour justement se mettre d'accord sur les différentes conditions pour retrouver la paix, pour redonner une possibilité aux indépendantistes de former leur projet et puis d'aller vers une émancipation. Mais on est arrivé au terme de ces accords avec 3 non à l'indépendance. Eh bien, il est temps aujourd'hui de retrouver des choses un peu plus pragmatiques et cohérentes avec un retour au droit de vote qui est normalement inscrit dans la Constitution. Et c'est pour ça que l'État a dit ça ne peut pas durer. Et nous, pour répondre à votre question, pourquoi on insiste quand même? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a été déçus par le passé, on a été trahis par le passé. Et donc, notre crainte, c'est qu'on soit encore utilisé comme monnaie d'échange lors des négociations, et qu'à l'issue, on apprenne que, en fin de compte, vous allez encore être exclu pendant 5, 10 ans, à partir de 2023. Vous voyez donc, vous voulez, ce serait d'avoir une garantie que ce soit... Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait toutes ces procédures, pour obtenir, d'une part, du pouvoir judiciaire, et notamment du Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on aimerait obtenir, une décision qui dit en effet, toutes ces dispositions, actuellement en 2022 ou en 2023, violent la Constitution, ça ne peut pas durer, et donc, si on peut avoir une décision du Conseil constitutionnel qui dit, mais avec un effet différé, il faut savoir que le Conseil constitutionnel a la possibilité d'émettre un avis à effet différé, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire, dans le prochain statut, si vous continuez à exclure ces gens-là, ils auront le droit de ne plus payer d'impôts. D'accord. Okay. Et donc, on ne ruine pas du tout la Calédonie, on continue à payer nos impôts sans problème, mais l'épée de Damoclès, ça va changer de tête. Elle ne sera plus sur la nôtre, ça sera sur celle des dirigeants qui auront une pression juridique en disant, si vous ne les réintégrez pas, ils ne paieront plus d'impôts. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument obtenir aussi, d'un point de vue politique, des garanties. Voilà. Et c'est pour ça qu'on insiste, parce qu'on a déjà été trahi par le passé, et on a peur que ça recommence. Ça recommence. Très bien, alors ça c'est un aspect majeur de votre programme. Il y en a un autre aussi, qui est un petit peu différent de tout ce qu'on a pu entendre, c'est la création d'un statut de région française pour la Nouvelle-Calédonie, avec une autonomie révisée, mais sans transfert de compétences supplémentaires. Alors, cette idée, de quoi elle est née? Comment vous avez pensé? Cette idée, elle est née de quelque chose de très simple, c'est qu'au niveau du Sénat, déjà les sénateurs travaillent sur des projets de région d'outre-mer. En métropole. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux
du politique, hein, de nos parlementaires en tout cas. Donc à partir de là, non, il nous apparaissait très cohérent, parce qu'il faut rester cohérent, c'est ce qui manque, je dirais, au niveau de nos politiques, c'est de la cohérence. Et puis bon, de la clarté, de la transparence, tout ça, mais de la cohérence. Dès l'instant où pour les Calédoniens, par 3 fois on dit non à l'indépendance, ça veut dire qu'ils souhaitent rester attachés à la France. Donc ça c'est important. Donc à ce moment-là, soyons cohérents. Vous avez une organisation qui est pléthorique, vraiment c'est un millefeuille administratif qui n'est pas du tout cohérent, parce que quand vous faites un petit peu de sociologie, d'anthropologie ou de politique, vous savez que plus un pays est dense en démographie, plus il faut un État structuré et organisé. Nous sommes dans une région désertique. 14 habitants au kilomètre carré, c'est une région désertique. La Calédonie n'a pas besoin d'un millefeuille aussi développé qu'on peut l'avoir ailleurs. Mais ailleurs, je tiens quand même à souligner que la France est une exception, hein, en termes d'organisation institutionnelle. On ne trouve pas ça ailleurs. Donc vous avez 3 niveaux. La commune, qui est le niveau de vie, le niveau vivant. Les autres sont des niveaux, je dirais, administratifs et virtuels. Parce qu'une province, c'est un découpage sur le terrain. Donc on passe la ligne, mais personne ne s'en aperçoit. Je veux dire que c'est quelque chose de tout à fait artificiel. La seule réalité vivante dans un pays, qui soit économique, sociologique, hein, c'est la commune. Donc ce serait de faire de la Calédonie une région? Pourquoi pas un département plutôt? Alors oui, mais... ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'on garde des spécificités, justement. Voilà. Il y a des spécificités de pouvoir réglementaire qui seront attribuées à la région. Et donc, c'est ce qui fait une différence avec les départements outre-mer, les départements français, métropolitains. D'ailleurs, dans le cadre de la réforme à venir, qui est à l'étude au Sénat, c'est une réforme de tout l'outre-mer. Et c'est justement à l'occasion de cette réforme outre-mer globale, qui est en cours d'étude en métropole, qu'il faudra justement saisir cette opportunité pour réinventer un statut de la Nouvelle-Calédonie à intégrer dans cette réforme de l'outre-mer français, avec un statut particulier. Et chaque région outre-mer, c'est ce qui est prévu apparemment dans les travaux actuellement parlementaires au Sénat, chaque région outre-mer aura ses spécificités, avec son pouvoir réglementaire local. Donc ça n'a rien à voir avec un département. Ça nous permettrait de maintenir un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui exercées par la Nouvelle-Calédonie, mais on ne s'interdit pas pour autant d'en redonner éventuellement à l'État celle qui serait mal assumée. Tout à fait. C'est le but. Vous proposez notamment de voir repris la sécurité civile, l'enseignement primaire et la santé. Ouais. Mais c'est une question de cohérence, hein. Et de pragmatisme. Quand on voit la réalité, parce que c'est la réalité qu'il faut observer, on se rend compte que dans la réalité, ces missions-là, notamment la mission de santé, la mission d'éducation, elle est mal assurée. La sécurité civile est mal assurée également. Donc, il y a un bilan qui va être fait, hein, d'ailleurs, par le Haut-Commissariat. Oui, donc on en saura. Bien sûr, mais le problème de mettre une région en place, on aurait pu mettre un département. Le problème là, c'est que mettre un département, on sait très bien, et puis on essaie d'être réaliste, hein, c'est que ça ne serait pas accepté. Donc on aurait Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire on met une région, on supprime le gouvernement et le Congrès. Les provinces ? Non. Ah non. Ok. Non, le Congrès. Le Congrès est supprimé. Et pourquoi le Congrès est supprimé? Tout simplement parce que dans le cadre des lois et des lois de pays, vous avez 2 sénateurs, 2 députés, donc eux peuvent faire des propositions de loi qu'ils vont soumettre au Parlement. Et donc ils auront un très gros travail à faire, beaucoup plus gros qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le Congrès qui légifère. Donc à eux de prendre en compte la problématique législative, de faire des propositions de loi au Parlement. Ces propositions seront débattues, et lorsqu'elles seront entérinées par le Parlement, tout le processus d'adoption de la loi, de promulgation et d'application. Donc ça c'est important, parce que là on change complètement le rôle des députés, des parlementaires. Et des sénateurs. Des parlementaires, députés et sénateurs. Parce que l'un comme l'autre peuvent effectivement faire des propositions de loi. Donc ça permet de faire quand même des économies, parce qu'on oui, mais des économies énormes. Échelon, exactement. Et puis après, si la France, si la Calédonie, elle est rattachée, mais si on va faire cette organisation, du coup, le gouvernement disparaissant, le pouvoir réglementaire, donc serait pris en charge par le Conseil régional, qui ne ferait qu'appliquer la réglementation métropolitaine avec les exceptions calédoniennes en termes de réglementation. On est beaucoup plus cohérent et donc du coup on répond également aux attentes des Calédoniens.
beaucoup de Calédoniens sont opposés à la départementalisation, mais ça remonte à 1963, Bien donc sûr. C'est vieux. Ce serait s'asseoir sur 30 ans aussi, Voilà. d'accord, d'avancer. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on ne supprime pas le Sénat coutumier, mais on intègre le CESE au Sénat coutumier. Il aurait Et quel oui. rôle alors, dans votre organisation? Oui, mais oui, il aurait le rôle qu'il a par rapport aux règles Consultatif. coutumières, C'est ça. Mais par contre, il serait ouvert. mais il serait ouvert. Il serait ouvert aux autres d'autres communautés coutumes. qui utilisent le droit coutumier, comme les Wallisiens, les Futuniens et les Tahitiens. D'accord. Donc on ouvre aux communautés qui aujourd'hui encore ont le droit coutumier qui régit leur activité. D'accord. Au nom de l'égalité des citoyens. Et le CESE représenterait ceux qui n'ont pas de référence au droit coutumier, mais au droit D'accord. positif. Donc on serait dans quelque chose qui serait beaucoup plus harmonieux et où tout le monde pourrait s'exprimer. D'autres spécificités sur cette architecture institutionnelle que vous proposez? C'est vraiment Donc il y aura donc la région, la un région. conseil régional et les provinces. Vous disiez, vous conservez les Mm. provinces. Alors les provinces, pourquoi on les conserve? Parce qu'il faut être aussi, comme on disait, nous on est pragmatique et on essaie d'être cohérent. On reconnaît, on est obligé de reconnaître que c'est grâce à l'instauration des provinces par le passé que la paix a été retrouvée en Nouvelle-Calédonie. Donc pour nous, les provinces sont garantes du maintien de la paix. Ça permet ainsi aux indépendantistes de conserver le pouvoir dans les provinces où ils sont majoritaires électoralement. C'est démocratique et ça répond à leur demande initiale, quand on remonte aux années 80. Donc les provinces ont un rôle très important pour le moment. Peut-être que dans le futur, dans 30 ans, 50 ans, il y aura des évolutions des mentalités. ouais. En effet, on pourra se passer de cet échelon. Mais aujourd'hui, c'est inconcevable. On a entendu Génération NC qui avait fait une proposition de supprimer les provinces. C'est dans un monde utopique et merveilleux. Oui, en effet, ce serait très bien. Mais pour l'instant, c'est pas réalisable. Donc ça, cet échelon-là, pour nous, il n'est pas possible de le supprimer. Donc les provinces restent en place avec un nombre d'élus. On indique dans notre profession de foi les conditions d'élection, tout est précis, avec le nombre de conseillers, la façon dont ils sont élus, Donc ça reste le mode de réglé scrutin. comme ça l'est aujourd'hui? Même la façon d'élire les membres des Non, provinces? justement, il y a une ça petite vous change différence. Il y a une petite Ouais. différence, justement, pour donner plus de représentativité. Voilà. Ouais. Mais avec une prime à la majorité pour quand même laisser le pouvoir exécutif aux premiers élus Ne peut se retrouver qui sont dans- arrivés en tête aux élections. D'accord. Dans un système Que ce soit de... plus représentatif. Ouais, ouais. Par contre, voilà, avec une meilleure représentativité. Alors ça, c'est l'échelon provincial et après l'échelon communal. Communal. Voilà. Et on veut redonner justement du pouvoir au maire. Il faut savoir qu'en Calédonie, par exemple, il y a une loi spécifique concernant les maires différente de celle de métropole. En Calédonie, le maire n'est pas officier de police judiciaire. D'accord, il a des Voilà, ça a été chanté. prérogatives en moins. Ça a été chanté par justement ouais. dans les cardinaux moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des situations où le maire ne peut pas exercer son pouvoir. Nous, on veut réintégrer au maire le pouvoir, tous les pouvoirs qui lui sont attribués normalement, comme aux métropoles. Et ça, pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de domaines au niveau de la commune que le maire pourrait lancer des initiatives au quotidien pour le bien-être des gens, mais il est bloqué par les institutions, par la réglementation. Donc on modifie aussi, d'ailleurs on a un chapitre consacré à ça dans notre profession de foi, justement sur la redistribution des compétences entre la région, les provinces et les communes. D'accord. Ce serait quand même un grand chambardement en interne. Alors c'est pour ça, qui sera on est plus conscient, on est d'efficacité. très conscient que tout ce qu'on propose, c'est pour ça qu'on le propose. Sinon, si on faisait un copier-coller de ce que font les autres, ça n'aurait qu'un intérêt. Nous, le but justement, c'est d'être cohérent et d'être pragmatique avec la situation réelle des citoyens et de faire des propositions innovantes. Et si d'autres considèrent que parmi nos propositions, il y en a qui sont très intéressantes, eh bien, nous serions très heureux qu'elles soient reprises et mis à leur compte. Nous, on n'est pas là pour nos égos, on n'est pas là pour représenter nos personnes. On est là pour présenter des idées, pour justement essayer de faire avancer les choses. Donc, tout ce qu'on met dans ce projet-là, il est open bar. Si d'autres veulent s'en inspirer et les appliquer dans le programme, eh ben, tant mieux. On aura fait progresser les mentalités. Alors, autre innovation, c'est que vous proposez de changer le nom de la Nouvelle-Calédonie, Oui. de l'appeler Mélanésie française. Alors, C'est une pourquoi, petite pourquoi proposition. ce choix? S'il y a un parallèle avec la Polynésie française? Oui, alors Oui. bon, alors il y a un historique aussi par rapport à certains historiens qui ont entendu récemment
des déclarations comme quoi le nom actuel Nouvelle-Calédonie n'avait pas vraiment de fondement, on ne retrouvait pas historiquement les archives qui mentionnaient ce terme, soi-disant par un James Cook qui lui a rappelé son Écosse natale. Et donc il y a des polémiques sur ce nom. Il y a une population locale, notamment chez les Mélanésiens, qui aussi n'acceptent pas ce nom-là. Donc on s'est dit, pourquoi pas, c'est pareil, on essaie d'innover, on essaie de proposer autre chose. Maintenant, c'est accepté, c'est pas accepté, mais pourquoi pas. Donc on s'est dit, on va dire, puisqu'il y a un problème sur ce nom-là, et que nos voisins qui s'inscrivent dans l'ensemble pacifique, notamment donc nos amis tahitiens, sont dans la Polynésie française, et nous aussi, nous sommes dans une région qui s'appelle la Mélanésie, ça géographiquement, ça existe déjà. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un parallèle et proposer un nouveau nom, Mélanésie française. Voilà. Alors, et même avec un drapeau. Oui. Le drapeau, comme en métropole. En métropole, vous avez plein de régions qui ont leur propre drapeau. Et bien on s'est dit, et ici, c'est un sujet aussi qui a été mis en avant plusieurs fois et a toujours été écarté aujourd'hui. Normalement, c'est dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il était prévu aussi avec l'hymne et la devise, de mettre au point un drapeau. On ne le connaît toujours pas. Donc là, nous, on a aussi proposé un drapeau régional, à l'instar des drapeaux régionaux de métropole. Et alors c'est pareil, c'est ouvert à débat. On a proposé plusieurs options. On a même fait un sondage en ligne pour avoir un petit peu le retour là-dessus. Et voilà, ça marche plutôt bien. Les gens sont assez satisfaits de nos propositions. Puis là, c'est pareil, c'est l'imagination et le pouvoir. S'il y a des gens qui ont d'autres choses à proposer en termes de drapeaux, ils sont les bienvenus. Je veux dire que... Mais ça, c'est pas le plus important. Oui, c'est un peu plus anecdotique que le reste. C'est de la forme, en fait. Très bien. L'habillage. C'est pas du fond. Est-ce qu'il y a d'autres axes majeurs? Donc, on a parlé de la régionalisation, on a parlé du droit de vote. Est-ce qu'il y a un troisième axe majeur de votre programme dont vous auriez envie de parler? La vie chère. La vie chère. Ouais. Donc ça, des propositions, vous avez... Oui, on a tout un panel de propositions justement sur l'encadrement des marges, notamment, qui existe en métropole. Tu peux en parler? Oui, tout à fait. Vous avez en France une direction qui s'appelle la DCCRF, qui fait le contrôle des marges. Vous avez des professions qui ne peuvent pas marger au-delà de 1,7, c'est-à-dire que s'ils achètent un produit 100, ils ne peuvent pas le vendre au-dessus de 1,70 ou 270. Vous avez un contrôle des marges, ce qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, les marges sont ouvertes. Donc ça pose un problème parce que vous avez automatiquement une envolée des prix. Dans le sens où vous n'êtes pas capable de contrôler la marge des gens. Je prends un exemple, tout ça, que la ménagère doit être au courant, et je vais arrondir volontairement au prix en dessous parce qu'ils sont plus chers. On prend le problème des poivrons. D'accord, ils sont en 1190 ou 1150. Je prends le chiffre 1000. Vous avez 400 francs qui reviennent au producteur qui a toutes les charges. D'accord. Donc pour vous, il faut un petit peu plus d'administration de l'économie que oui, mais c'est plus que de l'administration, c'est de la direction. Alors on me dit, vous êtes un pays communiste, non, pas du tout. Donc vous avez le colporteur qui prend 200, et puis le distributeur qui n'a qu'à distribuer, qui prend 400. Donc on a un produit à 1000, alors que moi je conseille aux agriculteurs de monter des coopératives. Leurs femmes qui sont très mal payées lorsqu'elles sont à la retraite, elles vont vendre les produits de la culture, de la production, et vous avez un produit qui peut prendre 30% de plus, c'est-à-dire que de 400 francs, il va être vendu à 520, mais ça va dans la poche du producteur. Et on supprime les intermédiaires. Si les intermédiaires ne veulent pas jouer le jeu dans le cadre de la baisse du coût de la vie en Calédonie, et il faudra bien arriver, c'est pour ça que je disais que la DAE, la Direction des Affaires économiques et sociales de Nouvelle-Calédonie, doit faire comme la DCCRF en France, donc contrôler les marges. C'est la seule façon pour réduire la cherté de la vie. Après, il y a le problème fiscal qui vient également parce qu'il y a des importations. Alors, comme je dis souvent, une économie, et en Calédonie, l'économie calédonienne n'est pas du tout équilibrée parce qu'on a un secteur primaire. Donc primaire, c'est tout ce qui est industrie. Donc on n'a pas d'industrie, mis à part l'industrie de la mine, mais qui rapporte très peu au niveau fiscal. C'est 2% des recettes fiscales et 16% du PIB. Donc c'est pas 50% non plus du PIB. Donc on est focalisé sur les mines, alors que c'est 16% du PIB et 2% de recettes fiscales. Certes, c'est de gros employeurs. Ce sont de gros employeurs. Beaucoup d'emplois induits. Voilà, ce sont de gros employeurs. Oui, mais bon... 2% de recettes fiscales. Mais c'est étonnant comme point de vue défendu pour des gens qui sont somme toute assez libéraux, non? Parce que vous n'êtes pas forcément... Non, mais c'est pas... Oui, mais bon, libéraux... Il faut sortir des étiquettes. Faut quand même pas non plus se mettre une balle dans le pied. C'est ça le problème. Voilà, donc il y a dans ce pays-là, comme le disait Chirac il y a quelques temps, mais déjà en parlant de la France, mais quand il était venu ici, il y a une véritable fracture sociale qui est 4 fois plus importante qu'en métropole. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a de grosses injustices sociales. Vous avez un bouillon de culture.
qui va finir à terme comme la cocotte minute, quand elle va dépasser la pression de résistance, elle va exploser, si on n'enlève pas la soupape de sécurité. Donc c'est bien beau de dire donc, le panier de la ménagère avec les 100 articles, etc. Quel est le politique qui achète le panier de la ménagère? Déjà. Déjà. Non, mais il faut dire les choses. Vous avez ensuite, en facteur induit, c'est quand même grave, c'est que vous avez des gens qui sont malnutris, mal nourris, avec les conséquences que l'on sait d'obésité sur la santé, le diabète, l'hypertension, l'urée, etc. Mais ça, bon, ce sont des problèmes alimentaires. Mais vous pensez que ces gens-là peuvent manger 5 fruits et légumes par jour? Non, c'est sûr qu'ils vont surtout aller pas. sur des produits super. Bon, d'accord. Donc à partir de là, on voit bien que la vie chère a des incidences sur la santé. Énorme. La santé des gens. Cette santé des gens, lorsque les gens sont en mauvaise santé, ça a des incidences sur l'emploi. Donc vous avez effectivement un effet domino qui est énorme et qui, en termes de perte d'activité dans une collectivité, est forte. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt désindexer les salaires aussi? Je crois que c'est aussi une de vos propositions. Oui, alors... Ce qui contribue finalement aussi alors, ben là, on va faire hurler les gens, mais bon... si on veut un pays de justice sociale, compte tenu que la vie est chère, à ce moment-là, on indexe tout le monde. Est-ce que c'est réalisable? Non. Pour vous, c'est pas équitable? Non, c'est pas réalisable. On peut pas indexer tout le monde. Les entreprises, elles vont couler déjà qu'elles sont pas compétitives. Ce serait déconnecter l'économie. Enfin, il y a une sorte de spéculation. Oui, mais bon, rien n'empêche de trouver des palliatifs. Hein. Vous avez les fonctionnaires d'État qui viennent ici, ont un salaire déconnecté. Il suffit tout simplement que la prime de départ et la prime de retour soient un peu plus conséquentes pour inciter les gens à venir, parce qu'on va dire, il n'y a plus personne qui veut venir. D'accord, donc ça c'est important. Et pareil, quand on dit ça, c'est pas brutal du jour au lendemain. C'est lissé. Ça peut être lissé sur plusieurs années avec un coefficient progressif pour arriver à une certaine date, un coefficient 1. Mais à un moment donné, il va falloir s'attaquer à ce problème-là, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a tant de disparités entre le privé et la fonction publique au niveau des salaires à fonction égale. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'était peut-être justifié à une époque, mais aujourd'hui, c'est plus justifié. Et les protections de marché, vous avez une position là-dessus sur... Pour l'emploi local, mais c'est pareil, ce sont des choses à double effet, c'est pareil, c'est à double effet. Il peut y avoir aussi des aménagements de fait, notamment par rapport au marché local. Quand je parle local, c'est le marché local de la région Pacifique. Voilà. Pourquoi toujours aller chercher des produits en métropole alors qu'on peut avoir les mêmes produits en Nouvelle-Zélande et en Australie, par exemple, avec justement des frais de transport amoindris et au final peut-être des prix moins chers. Donc tout ça, ça fait partie des réflexions qui doivent être faites au niveau sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire, il faut qu'à la limite, il n'y ait pas de taxes. On détaxe les produits, c'est possible. Mais si vous, le problème de la fiscalité aujourd'hui, c'est qu'elle est liée à l'économie du pays. D'accord ? On a une économie qui ne se porte pas bien. Pour état de raison, parce que je disais, le secteur primaire, ce sont les industries minières, et l'agriculture et la pêche. D'accord ? La pêche, on pourrait faire beaucoup mieux. Avoir une pêcherie professionnelle avec de la transformation sur place, beaucoup plus que ce qui n'est fait aujourd'hui. L'agriculture, mais force est de constater qu'elle est en dessous de ce qu'elle pourrait être. Vous avez eu pendant les années 84, exactement, tout ce qu'il y a eu, les revendications foncières de la part des Mélanésiens du Nord et de la côte Est, hein, et ils ont eu ce qu'ils ont voulu, sauf que les terres qui étaient anciennement exploitées ne le sont plus aujourd'hui. Et ce sont des terres qui sont fertiles, parce que le problème de la Calédonie, c'est d'avoir des terres fertiles. On est sur une ligne latéritique, parce que la Calédonie est tropicale, et le maximum de terres ici, ce sont des terres latéritiques. Et rien ne pousse dans la latérite, rien. Oui, parce que le problème, c'est pas plus l'exploitation. Non. L'exploitation, il y a des solutions. Il suffit de regarder les pays asiatiques un peu plus haut, juste un peu plus haut, qui sont, eux, encore dans des conditions peut-être plus difficiles, parce que plus près de l'équateur, avec des conditions hydrométriques beaucoup plus élevées que chez nous. On a la chance d'avoir des alizés qui régulent cette île. C'est l'île la plus tempérée de toutes les îles de l'outre-mer. Je ne parle pas de Saint-Pierre et Miquelon. Hein. Mais donc il y a des possibilités, mais le problème encore une fois, c'est prendre des mesures incitatives pour les jeunes qui veulent s'installer, qu'ils ne peuvent pas, parce qu'un jeune qui veut s'installer, bon je prends par exemple un jeune qui veut faire de la mécanique, et il prend un garage, soit en location, soit il achète, mais pour les jeunes agriculteurs c'est difficile, parce que vous avez une génération aujourd'hui qui est descendant de fermiers ou d'agriculteurs, qui ont décidé, parce que le travail de la terre était trop difficile, d'aller travailler dans la fonction publique ou avoir un boulot à la banque ou ailleurs, et qui du coup se retrouvent avec une fratrie de 3, 4, voire 5, parce qu'on faisait beaucoup d'enfants, il y a quelques temps, on n'en fait plus aujourd'hui, et donc ces terres sont bloquées.
sont bloqués. Donc ils ne s'en servent pas. Il y a des milliers d'hectares qui aujourd'hui sont bloqués. Donc il faut inciter justement les jeunes à pouvoir acquérir des parcelles de terre pour pouvoir s'implanter. Ça, c'est une chose. Donc là, il va falloir débloquer la situation par rapport à ceux qui ont la terre et qui veulent soit pas la louer, soit pas la vendre. Donc il faut savoir ce qu'on veut, si on veut manger ou pas. Et augmenter diminuer notre seuil de dépendance. Et puis également, faire des incitations pour que les gens protègent leur culture. Donc aujourd'hui, soit on a du plein champ, il y a quelques serres, il y a des gens qui travaillent comme ce serre, mais il faudrait que ce soit généralisé. Parce que vous avez une mauvaise précipitation et il n'y a plus de légumes. Donc on est obligé d'attendre 15 jours avant que le système se déclenche et qu'on commande des légumes à l'extérieur pour en avoir. Donc là, il est important de mettre la production en sécurité, donc par incitation à acheter des serres, il y a des tas de possibles. Ça c'est important. Et puis après, il y a un troisième point qui est très très important et qui a des implications sur la santé, c'est aller vers une agriculture qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement, sans pesticides. Et contrairement à ce que disent beaucoup d'agriculteurs, sans pesticides, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et je les incite à prendre contact avec Claude Bourguignon, qui est un ingénieur agronome qui a fait ses études au niveau de l'INRA et qui dit qu'une terre fertile, c'est une terre qui ne doit pas être arrosée par des pesticides ou des engrais chimiques. La terre est fertile par elle-même d'un instant où il y a quelques règles qui sont respectées. Vous avez l'agroforesterie, vous avez la permaculture, vous avez les jardins forêts, vous avez des tas de solutions qui, ici, pourrait effectivement pousser, parce que le climat est bon, la terre est bonne, les terres fertiles sont bonnes, parce que c'est des terres d'alluvion. Donc il y a des tas de possibilités. Mais pour accroître l'autonomie alimentaire. Ça c'est aussi un des axes de votre programme. Un homme politique, un chef d'État, quel que soit le pays, doit avoir pour souci majeur d'être autonome au niveau alimentaire sur les produits de base. En cas de crise, voilà, donc on est autonome. Ça c'est une des priorités, quoi. Parce que manger, tout le monde doit manger. Après, est-ce qu'on met une bibliothèque, une vidéothèque, ça c'est, je veux dire, c'est bien la culture, mais la première des choses, c'est d'assurer l'autonomie alimentaire. Et il y a des pistes avant de nourrir son cerveau. Alors, très bien, donc toutes ces indications, tous ces éléments de votre programme peuvent être retrouvés sur votre profession de foi. Vous avez un site internet, une page Facebook qui sont assez riches. C'est en ligne, depuis hier, tout ça. Et donc vous-même, Antoine Gilles, vous serez donc candidat dans la première législtive. Dans la première circonscription, oui. Pour les législatives, oui, mais dans la première circonscription. Pas de candidat dans la deuxième pour l'instant. On est en train de réfléchir à la possibilité de présenter un candidat dans la deuxième, mais pour l'instant, ce n'est pas encore acté. Pour l'instant, on a acté la première, c'est sûr. Donc c'est Antoine qui sera donc candidat et sa suppléante, Marine Bourrier, dont une jeune femme. Vous retrouverez aussi sa photo et son identité sur le site. Très bien. Dans la première circonscription. Voilà. Ouais. Un petit mot de fin pour clore cet échange. On arrive au bout. Si vous aviez un mot de conclusion à donner, ce serait lequel ? Eh bien, on parlait d'autonomie, on parlait de notre autonomie alimentaire, énergétique. Dans notre projet, on a tout un volet là-dessus. Et on finit aussi par expliquer, pour revenir à l'exclusion des citoyens français, qu'aujourd'hui, avec 280 000 habitants, il est impossible d'atteindre ces autonomies, qu'elles soient budgétaires, énergétiques, alimentaires. Et ça a été prouvé par d'autres économistes, et que pour qu'une société puisse fonctionner avec des budgets équilibrés et des autonomies dans tous ces domaines, il faut être au moins 600 000 personnes. C'est le seuil minimal. Il faut faire venir plus de monde. Donc, on ne va pas faire des bébés qui auront 20 ans du jour au lendemain. Hein. Donc, la seule solution viable, et ça c'est du pragmatisme, c'est pas du politique, c'est pas les étiquettes. Moi, je veux avoir des étiquettes. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place des idées, innover dans des idées et des propositions qui soient cohérentes et surtout pragmatiques. Où on en est aujourd'hui, comment fonctionne l'économie en Calédonie aujourd'hui, et qu'est-ce qui pourrait marcher pour pallier ces problèmes-là ? Eh bien, une des solutions, c'est d'avoir plus de monde sur le territoire. Et pour avoir plus de monde sur le territoire, il suffit simplement d'inciter des citoyens français à venir s'installer ici. Et c'est pas une question d'invasion, on est tous citoyens français, on est tous égaux devant la loi, et de façon à, justement, comme on disait, par rapport à l'agriculture ou d'autres domaines, lancer ces productions et obtenir enfin des équilibres budgétaires, que ce soit fiscal, des équilibres d'énergie, d'alimentation, des autonomies dans tous les domaines. Et pour nous, c'est une solution.
de rouvrir l'accès à l'emploi, l'accès à l'installation et l'accueil de nos compatriotes français. Voilà le mot de la fin. Très bien. Antoine Gilles, un dernier mot? Alors, moi, je dirais aux Calédoniens qui vont regarder cette émission, hein, d'essayer de se remémorer depuis les événements de 84, quel a été le parcours, quelles ont été les actions des politiques dans ce pays, et si, en toute bonne foi, hein, en leur âme et conscience, ils estiment mieux vivre aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a 30 ans. Donc c'est important parce qu'on se rend compte aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, que la science a disparu. Et dans notre profession de foi, il y a beaucoup de science. C'est pas de la croyance, c'est de la science. Par exemple, sur le volet énergétique, j'avais déjà écrit une lettre à M. Philippe Germain lorsqu'il était président du gouvernement, où je mettais mon désaccord et j'indiquais pourquoi. On le reprend aujourd'hui dans cette lettre. Il est important que les gens sortent de la croyance, que les gens ouvrent leurs yeux, que les gens réfléchissent un petit peu. Ça, c'est important parce que c'est de la responsabilité individuelle de tout un chacun que ce pays aille dans une bonne direction ou choisisse la mauvaise direction. Pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Et c'est de la responsabilité de tout un chacun. Eh bien, voilà, merci. ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange fort riche. Puis à très bientôt sur NC News. Merci de nous avoir accueillis. Merci, c'est gentil. Voilà.